Alors bien, Mathieu Sans, dis-moi, tu es jeune président de Super Bannière La Pionnière, Oui. et ce nom en lui-même, donc, veut dire quelque chose de bien précis. Super Bannière La Pionnière, du coup, c'est par rapport à l'histoire de la station, qui est la première station de ski des Pyrénées, la seconde en France après Chamonix, et aussi pionnière dans le sens technologique, parce qu'elle a été le théâtre de nombreuses innovations, notamment la crémaillère, première remontée mécanique des Pyrénées, après le funiculaire de la Chaumière, qui est aussi à Luchon, et aussi au niveau des téléskis et des remontées mécaniques dédiées au ski. On a eu le premier téléski moderne de France, qui était le téléski de Cabane, qui n'existe plus maintenant, et un funiluge. Alors c'était une sorte de luge qui était remonté par un treuil, qui a été la première remontée mécanique de Super Bannière, rien que dédiée au ski. Alors, le 28 juillet prochain, dimanche après-midi vers 14 h, avec ton collègue qui est trésorier, Ludovic Fertan, Oui. vous partagez une conférence, donc, chacun ayant sa particularité. Je crois qu'il va débuter cette conférence lui-même en présentant la station. Voilà. Alors, en lieu et place, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? D'accord. Alors ce qu'il va faire en fait, c'est partir des origines de la station en 1911 et retracer pas à pas l'histoire de la station avec les pistes de ski qui ont été aménagées, les remontées mécaniques et au fur et à mesure pour arriver jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ça inclut par exemple la patinoire? Oui, tout à fait. Il va parler de la patinoire, Ouais. de ce qui s'y est passé. Oui, et ces skis anciens avec lesquels on pratiquait le ski à l'époque, tout ça, c'est à base de photos parce que je crois comprendre que vous allez faire une rétroprojection de photos anciennes. Hein. Voilà, tout à fait, pendant notre conférence. Donc vous avez une collection, si j'ai bien compris, bien fournie sur toutes ces activités qu'il se passait, à travers ces photos bien évidemment, à cette époque-là, puisque tu me dis que ça remonte en 1911. Tout à fait. Hein. Donc là, vous avez fait certainement un recueil assez important de photos, de documents, qui prouvent donc que cette station était pionnière par rapport aux Alpes. Et c'est vrai que dans la Haute-Garonne, bon, c'était la plus connue dans les Pyrénées en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, on a des photographies, surtout des cartes postales pour la partie 1911, des anciennes cartes postales phototypes, qui datent donc entre 1910 et les années 30. Et ensuite, à partir des années 50, on a beaucoup de photos Alix, qui est le véritable témoin de l'évolution de la station. Quoi. Et à cette époque-là, donc dans les années 1900 et quelques, il y avait beaucoup de courses organisées quand même à l'échelon national. Il y avait dans la station en fait. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'hôtel de Super Bannière? Alors oui, parce que les premières courses c'était dans les années 20, 23, l'hôtel a été fini inauguré en 22. Ouais. Et donc oui, il y avait, comme tu disais, il y avait beaucoup de courses parce que c'était la seconde station de France, Super Bannière en classement, hein, et après Chamonix. Et du coup, on a eu les championnats de France plusieurs fois et les championnats de saut à ski aussi, assez impressionnant. Et de mémotion, et plus spécifiquement donc sur la crémaillère. Tout à fait. Bien. Est-ce que tu peux m'en faire un peu l'historique avant l'accident de 1954? Oui. Alors, l'histoire commence à la fin du 19e siècle, pour faire rapidement, avec l'idée de faire comme en Suisse en fait, une station de cure d'altitude en fait, dans les Pyrénées. Et c'était autour de l'Antécade, du pic de l'Antécade. Et bon, après moult péripéties, au final on s'est retourné vers Super Bannière. On a construit une crémaillère entre 1911 et 1912, qui a été inaugurée en 1912. Et donc qui permettait la piste à Super Bannière. Le ski s'est développé très vite après, la première saison de ski c'était l'hiver 1912. Et en parallèle on commence à construire l'hôtel, le grand hôtel, avec l'aide du chemin de fer. Et donc le grand hôtel finit de se construire en 22. Il y a plusieurs saisons d'hiver qui se succèdent. Tout se passe très bien jusqu'en 1954 où il y a ce dramatique accident qui n'aura au final pas grande conséquence sur la fréquentation du train. C'est la route qui l'achèvera en 1960 et qui finira de faire fermer la crémaillère en 1966. Oui, parce que pour revenir à la crémaillère et cet accident de 1954, hein, tu m'expliques que effectivement, bon, la motrice n'était plus en état de fonctionner. Comment a-t-on fait pour réparer l'incident, en fait, pour que cette crémaillère puisse continuer à servir? En fait, c'est que y avait 5 trains qui circulaient sur la ligne. En fait, c'est qu'un seul qui a été accidenté.
Du coup, on a perdu une machine, une locomotive et 2 voitures voyageurs. Les restes de la machine d'ailleurs sont toujours au fond du ravin de Bagnères-Tigre. Et en fait, il n'y a eu que quelques portions de voies à réparer, c'était minime, c'était quelques mètres au final. Et la circulation a pu reprendre quelques semaines après l'accident. Alors au niveau de la crémaillère elle-même, aucun incident, peu. Très peu, au cours de plus de 50 années de fonctionnement, il y a eu 2 incidents. Le premier, c'était pendant la construction, dû à une erreur humaine. Et le second, c'était l'accident de 54, lui aussi dû à une erreur humaine. Est-ce que c'était dû la première fois aussi au serre-frein ou pas? Ou est-ce que tu en connais les raisons? Oui, c'était une machine à vapeur qui avait été construite exprès pour la construction de la ligne. Et il y a eu un incident, elle est partie en reculant, sans personne dedans, et elle s'est emballée et a déraillé au-dessus du bosquet des Ternes. Et d'ailleurs, la machine à vapeur a été reconstruite et envoyée à la Rune pour la construction de la Rune. Elle a été accidentée une nouvelle fois à la Rune. Là où tu allais sur cette crémaillère, j'imagine qu'on a embauché beaucoup de personnes du temps. Il y a eu beaucoup de gens de la vallée, mais il y a eu aussi énormément d'Espagnols qui sont venus pour la construction, parce qu'il fallait beaucoup de main d'œuvre, et ça a été une construction titanesque. Il y a 5 km dans le schiste, il y a un viaduc assez impressionnant de 80 mètres de long. C'est vraiment une grosse construction qui a été faite en un temps record, en 11 mois, c'est assez impressionnant pour l'époque. Finalement, ce réseau est remis en place dans les années... Il est terminé en 1912. En juillet 1912, les premiers trains montent à Super-Bagnères. Comment ça montait? Alors explique-moi le principe, parce que pour les non-initiés, ils ne comprennent pas trop comment il y avait des montées et des descentes en permanence, comment se faisait le croisement, parce qu'il n'y avait qu'une voie. Tout à fait. À l'origine, il y avait 3 trains. Donc il y avait 3 évitements, 3 endroits où la voie se séparait pour pouvoir se croiser. Et donc il y en avait un à La Soulan, au premier tiers du parcours, un à Missage, à la moitié, et un à Artigas-Ardoune, au bas de la piste record. Et donc à ces endroits, les trains pouvaient se croiser et circuler, et du coup on pouvait avoir des trains qui montaient et d'autres qui descendaient en parallèle sans qu'ils soient coincés face à face. Voilà. Donc c'était basé sur un aiguillage. Voilà. Oui. Alors ce fameux haricot qui était donc à l'aiguillage, c'était manipulé, comme dans des gares ferroviaires, par une personne, et ça permettait d'aiguiller les trains, soit en montée, soit en descente. Tout à fait. En fait, à cet endroit, il y avait une voie qui se séparait. La voie se séparait en 2, et on aiguillait soit en voie directe, soit sur l'évitement. Rendez-vous le 28 juillet à 14h. À 14h. Alors, donc sur scène, vous serez 2, et vous invitez le plus grand monde à venir, bien évidemment.